Mes parents m'ont offert un billet de loterie à 2 € et à ma sœur un billet de croisière à 13 000 €. J'ai gagné 100 millions d'euros. Quand mes parents l'ont découvert, j'avais 79 appels en absence. Je suis Manon Dubois, j'ai 32 ans. Il y a 2 mois, le soir du réveillon de Noël, devant une trentaine de proches, mes parents ont offert à ma sœur une croisière de luxe d'une valeur de 12 000 € et m'ont tendu un ticket de jeu à gratter froissé de 2 € avec un sourire moqueur. C'est tout ce qui convient à ta situation, Manon, a dit ma mère. Sa voix a traversé la salle à manger assez fort pour que tout le monde l'entende. Ils ont ri, tous autant qu'ils étaient. Ils ne savaient pas que ce petit ticket allait tout changer. 100 millions d'euros changent tout, mais pas de la façon dont vous pourriez le penser. Maintenant, laissez-moi vous ramener 2 mois en arrière, au soir du réveillon. La nuit où tout a commencé à s'effondrer. Le Noël de la famille Dubois était toujours une mise en scène. Pas dans le sens chaleureux d'un téléfilm de Noël, mais plutôt comme une scène de théâtre où chacun jouait son rôle assigné. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à 17 h précises, portant une terrine faite maison et un bouquet de dahlias que j'avais cultivé moi-même. Les fleurs étaient d'un bordeaux profond, parfaites pour la saison. J'avais passé 3 mois à en prendre soin. Ma mère a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Oh, Manon. Ses yeux ont glissé sur le bouquet, puis se sont détournés. Toujours en train de jouer avec les plantes, je vois. Derrière elle, j'ai entendu des petits cris de joie. Valérie était arrivée. Maman s'est précipitée devant moi, les bras tendus. Voilà ma fille. Oh, cette robe est magnifique. C'est nouveau. Je suis resté sur le pas de la porte, tenant mes fleurs, regardant ma mère étreindre ma sœur comme si elle ne l'avait pas vue depuis des années. Ça faisait 2 semaines. À l'intérieur, la maison bourdonnait de parents, tantes, oncles, cousins que je reconnaissais à peine. Papa était assis dans son fauteuil inclinable en cuir, en grande conversation avec Marc, mon beau-frère. Il ne s'est pas levé quand je suis entré. Juste un signe de tête, à peine un regard. Manon, bien. Tu es là, a dit papa, sans détacher son regard de Marc. On a besoin d'aide pour mettre la table. Bien sûr, j'étais là pour travailler. Le salon formait un demi-cercle autour de Marc alors qu'il décrivait sa dernière transaction de conseil immobilier. Tout le monde se penchait, captivé. Je savais à quoi m'en tenir. Marc était fuyant. Mais je n'avais aucune preuve, juste mon instinct. Tante Martine a croisé mon regard à travers la pièce. Elle m'a fait un petit sourire triste. Plus tard, alors que je disposais les serviettes seules dans la salle à manger, ma mère m'a présenté à un cousin éloigné. Voici Manon, ma fille cadette. Elle fait du jardinage. Je crois que c'est quelque chose avec les plantes. Architecte paysagiste, maman. Je conçois des espaces verts pour des immeubles d'entreprise. Elle a agité la main. C'est la même chose, chérie. J'ai continué à plier les serviettes. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Pas encore. Je remplissais la carafe d'eau quand je les ai entendus. La porte de la cuisine était entr'ouverte et des voix filtraient. Maman, papa, Valérie. Ils parlaient sur ce ton conspirateur et feutré que les familles utilisent quand elles pensent que personne n'écoute. La croisière part le 15 décembre, disait maman. 2 semaines aux Caraïbes. Toute la famille. Toi, Marc, les enfants, ton père et moi, même mamie Madeleine, si elle se sent assez bien. Ma main s'est figée sur la poignée de la carafe. Et Manon, a demandé Valérie, sans inquiétude. Juste pour reconnaître mon existence. Silence. Puis papa s'est raclé la gorge. Elle est occupée par son travail. De plus, un voyage comme celui-ci coûte cher. Nous ne voulons pas être un fardeau pour elle. Ils n'avaient pas demandé si j'étais occupé. Ils n'avaient pas demandé si je pouvais me le permettre. Ils avaient simplement décidé que je ne valais pas la peine d'être incluse. J'ai poussé la porte. Je ne suis pas invité. 3 visages se sont tournés vers moi. Le sourire de maman s'est crispé. Papa est soudainement devenu très intéressé par sa tasse de café. Chérie, a commencé maman. Ce voyage est pour célébrer la promotion de Marc. C'est vraiment plus un truc de famille. J'ai terminé sa phrase, ce n'est pas à propos de toi, Manon. Valérie a dit,
sa voix mielleuse, nous ne pensions simplement pas que tu serais intéressée. Tu es toujours si indépendante. Indépendante? Le mot qu'ils utilisaient quand ils voulaient dire exclu. J'étais sur le point de répondre quand j'ai remarqué un mouvement derrière moi. Mamie Madeleine se tenait dans le couloir, sa main frêle agrippant son déambulateur. Ses yeux ont rencontré les miens, vifs, complices, remplis de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. Elle a tendu la main et a serré la mienne, n'a rien dit. Mais dans ce silence, je me suis senti vu. Manon, aide ta grand-mère à s'asseoir, a ordonné maman, éloignant déjà mamie. Elle ne devrait pas rester debout si longtemps. Avant de disparaître au coin du couloir, mamie Madeleine m'a regardé par-dessus son épaule. Ses lèvres ont bougé silencieusement. Appelle Thomas Lefebvre cette semaine. Je ne comprenais pas, mais j'allais le faire. Bientôt, je comprendrai tout. La salle à manger est devenue silencieuse quand papa s'est levé, tapotant son verre de vin avec une fourchette. Avant de manger, je veux prendre un moment pour remercier tout le monde d'être ici. Il a souri, le sourire exercé d'un homme qui avait passé sa vie à vendre des voitures d'occasion. La famille est tout ce qui compte. 30 personnes ont hoché la tête en signe d'accord. J'ai compté 30 témoins de ce qui allait suivre. Cette année, Patricia et moi voulions faire quelque chose de spécial pour nos filles. Il a fait un grand geste vers Valérie. Valérie, ma chérie, viens ici. Valérie s'est avancée, tout en grâce et en talons de créateur. Maman lui a tendu une enveloppe épaisse, rayonnante, pour toi, Marc et les enfants. Une croisière de 14 jours aux Caraïbes, première classe. La salle a explosé. Applaudissements. Soupirs de plaisir. Valérie a éclaté en sanglots. Le genre joli. Le genre qui rend bien en photo. Oh mon Dieu. Merci. Elle a jeté ses bras autour de ses deux parents. C'est trop. 2000 €. J'avais vu l'itinéraire sur l'ordinateur de maman le mois dernier. Je n'étais pas censé le voir, mais je l'avais vu. Puis maman s'est tournée vers moi. Les applaudissements se sont estompés. La pièce est devenue calme. Manon, chérie, viens ici. Je me suis avancé sur des jambes en coton. Elle a pressé une fine enveloppe dans mes mains. À l'intérieur se trouvait un simple bout de papier. Un ticket de l'euro-million. 2 €. C'est ce qui convient à ta situation, chérie. Le sourire de maman n'atteignait pas ses yeux. Qui sait? Peut-être que la chance te trouvera. Quelqu'un a ricané. Puis quelqu'un d'autre. Marc s'est penché en arrière dans sa chaise, souriant en coin. La chance est un pari risqué quand on n'a pas le cerveau pour assurer derrière. Des rires ont parcouru la salle. Valérie a couvert sa bouche, gloussant. Oh, c'est trop mignon, maman. Peut-être qu'elle gagnera 5 €. J'ai fixé le ticket dans ma main. Mon visage brûlait, mais quelque part plus profondément, quelque chose a bougé, s'est fissuré, s'est libéré. J'ai souri. Merci, maman. Je suis sûr que ce sera exactement ce que je mérite. Personne n'a remarqué le tranchant dans ma voix, mais moi si. Les rires résonnaient encore quand une voix a coupé court. Gérard, Patricia, ce n'est pas juste. Tout le monde s'est retourné. Mamie Madeleine se tenait au bord de la pièce, son petit corps tremblant sous l'effort de se tenir debout sans son déambulateur. Sa voix était mince, mais elle portait. Vous ne pouvez pas traiter Manon de cette façon. Pas devant tout le monde. Plus jamais. Le silence qui a suivi était différent d'avant. Plus lourd, inconfortable. Personne ne s'attendait à ce que la matriarche de la famille prenne la parole. La mâchoire de papa s'est crispée. Maman, s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Mais maman bougeait déjà, ses talons claquant contre le parquet. Elle a passé un bras autour de mamie Madeleine avec une efficacité rodée. Tu es fatiguée, maman. Laisse-moi t'emmener t'allonger. Patricia, je ne le suis pas. Le médecin a dit que tu as besoin de repos. Viens. J'ai regardé, impuissante, ma mère guider ma grand-mère vers la chambre d'amis. Mamie Madeleine m'a regardé par-dessus son épaule. Nos yeux se sont croisés. Elle a hoché la tête une fois, délibérément. Puis son regard s'est déplacé juste légèrement vers son vieux sac à main en cuir posé sur le fauteuil près de la fenêtre.
Celui qu'elle portait toujours. Celui que personne n'avait jamais le droit de toucher. La porte s'est fermée derrière elle. La pièce a expiré. Les conversations ont repris. Le moment est passé comme s'il n'avait jamais eu lieu. Mais j'ai vu tante Martine me regarder de l'autre côté de la pièce. Son visage était pâle. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose, puis s'est ravisée. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. J'ai verrouillé la porte, fixé mon reflet. Le ticket de loterie était toujours froissé dans mon poing. 2 €. C'est ce qu'il pensait que je valais. Mais mamie avait dit quelque chose. Thomas Lefebvre, un avocat. Pourquoi ma grand-mère, qui n'avait aucun procès, aucun problème juridique, voudrait-elle que j'appelle un avocat? Je ne le savais pas encore. Mais quelque chose me disait que j'étais sur le point de le découvrir. Il était presque minuit quand j'ai commencé à ranger seul, comme d'habitude. La plupart des invités étaient partis. Valérie et Marc s'étaient retirés dans le salon pour planifier leur garde-robe de croisière. Mes parents raccompagnaient les derniers parents. Je rassemblais la vaisselle du bureau de papa quand je les ai vus. Des papiers éparpillés sur son bureau comme s'il était parti précipitamment, des factures avec des tampons rouges ou en retard, une lettre d'une société de recouvrement, et sous tout cela, un document qui m'a glacé le sang, un accord de prêt signé par mon père, co-signé par Marc Perrin. 160 000 €. Le taux d'intérêt était prédateur, le genre qu'on ne voit que chez les gens qui opèrent dans l'ombre. Mes mains tremblaient alors que je tournais la page suivante. C'était pire. Des documents de garantie hypothécaire pour la maison de Mamie Madeleine. La maison où elle vivait depuis 50 ans. La maison où ma mère avait grandi. La maison qui était censée appartenir à Mamie jusqu'à sa mort. Il y avait sa signature. Tremblante, inégale, datée d'il y a 6 mois. Le même mois où elle était tombée et avait passé 2 semaines hospitalisée, droguée aux analgésiques. Il l'avait fait signer quand elle n'était pas elle-même. J'ai sorti mon téléphone. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai tout photographié. Page après page. Je ne savais pas ce que je ferais de ces photos. Je n'avais pas de plan. Mais je comprenais quelque chose maintenant. Le favoritisme n'était pas une question d'amour. Ce n'était pas parce que Valérie était l'enfant prodige. J'étais la menace. J'étais celle qui pouvait poser des questions, qui pouvait remarquer des choses qui ne collaient pas. Ils avaient besoin que je sois petite, silencieuse, invisible. C'est pour ça que j'ai eu un ticket de loto à 2 €. Je me suis glissé par la porte arrière, les photos enregistrées, l'esprit en ébullition. Pour la première fois de ma vie, je n'allais pas rester silencieuse. Une semaine après Noël, j'ai appelé tante Martine. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Manon. Tante Martine, je dois te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Est-ce que papa a de sérieuses dettes? Silence. Long, lourd. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? J'ai insisté. Comment as-tu découvert ça? J'ai vu des papiers à la maison. Un accord de prêt avec Marc. Manon. Sa voix est tombée dans un murmure. Ne parle pas de ça au téléphone. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas encore sur Marc. Sur ton père. J'ai serré le téléphone plus fort. Quelle chose? Pas ici. Pas comme ça. Retrouve-moi samedi, au café de la rue des Lilas. 14 h. Tante Martine, s'il te plaît. Et Manon? Elle a hésité. Ne crois rien de ce que Marc te dit. Il n'est pas celui qu'il prétend être. La ligne a coupé. Je me suis assise dans mon appartement en fixant le ticket de loterie sur le comptoir de ma cuisine. Je l'avais oublié depuis Noël. Il était resté là, froissé et ignoré, comme moi. Peut-être qu'il était temps de vérifier les numéros. J'ai ouvert l'application de la Française des Jeux, entré les numéros, regardé la petite roue de chargement tourner. Le premier numéro correspondait, mon cœur a raté un battement. Le deuxième numéro correspondait. J'ai arrêté de respirer. Troisième, quatrième, cinquième, les 2 étoiles. J'ai rafraîchi l'application. Même résultat. Je suis allé sur le site officiel. Même numéro, même résultat.
100 millions d'euros. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là, parfaitement immobile pendant ce qui m'a semblé être des heures. Puis j'ai fait la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai cherché sur Google gagnant loto quoi faire en premier. Et puis je me suis souvenu des mots de Mamie Madeleine. Thomas Lefèvre. Il était temps de passer cet appel. Je ne l'ai dit à personne. Pas une seule âme. Pendant 3 jours, j'ai traversé ma vie comme un fantôme portant une peau humaine. Je suis allé travailler, j'ai répondu aux emails, j'ai souri aux clients. Tout cela en portant un secret valant 9 chiffres dans ma poche. Chaque fois que mon téléphone vibrait avec un message de maman ou Valérie, je ne ressentais rien. Le montant sur mon compte bancaire, une fois compensé, serait plus grand que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Mais ce n'était pas ce qui me consumait. C'était le pouvoir. Pas sur eux, sur moi-même. Pendant 32 ans, j'avais été l'invisible, la pensée après coup, la jardinière. Maintenant, j'avais des options qu'ils ne pouvaient pas m'enlever. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé Valérie. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux ni acheté de voiture de sport ni fait aucune des choses que les gagnants de loterie sont censés faire. Au lieu de cela, j'ai appelé Thomas Lefèvre. Mademoiselle Dubois. Sa voix était chaleureuse mais professionnelle. Votre grand-mère a dit que vous pourriez me contacter. Elle m'a dit de vous appeler. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être devriez-vous venir à mon cabinet. Il y a des questions dont nous devons discuter. À propos de la loterie? Une pause. Vous avez gagné quelque chose? 100 millions d'euros. Une autre pause. Plus longue cette fois. Alors nous devons absolument parler. Mais mademoiselle Dubois, les questions dont votre grand-mère voulait que je discute avec vous existaient avant toute loterie. Il s'agit de sa succession et de sa maison. Mon estomac s'est noué. Quoi à propos de sa maison? C'est mieux si je vous montre en personne. Pouvez-vous venir demain? Oui. Et mademoiselle Dubois, ne mentionnez cet appel à personne de votre famille. Pas encore. J'ai raccroché, fixant mon reflet dans l'écran noir du téléphone. Le ticket de loterie m'avait donné de l'argent, mais Thomas Lefèvre était sur le point de me donner quelque chose de bien plus précieux. La vérité. Le bureau de maître Thomas Lefèvre sentait les vieux livres et le cuir coûteux. Il était plus âgé que je ne l'avais imaginé, au début de la soixantaine, avec des cheveux argentés et des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Le genre d'avocat qui croyait encore qu'il fallait faire les choses correctement. Asseyez-vous, je vous en prie. Il a désigné une chaise en face de son bureau en acajou. Je me suis assise. Que voulait ma grand-mère que vous me disiez? Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Il y a 10 ans, votre grand-mère a établi un fonds en fiducie à votre nom. Un fonds. 500 000 euros. La pièce a tangué. Quoi? Je n'ai jamais su. Elle voulait que ce soit ainsi. Elle avait peur. Peur de quoi? L'expression de Thomas s'est adoucie. Peur que votre mère ne trouve un moyen de vous le prendre. J'ai ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Documents juridiques, relevés bancaires, tout était réel. Il y a plus, dit-il doucement. La maison. La maison de votre grand-mère. J'ai vu les papiers. Mon père l'a hypothéquée. Il a hoché la tête. L'acte a été signé il y a 6 mois, le lendemain de l'hospitalisation de votre grand-mère. Elle était sous forte médication, à peine cohérente. Je me sentais malade. C'est de la fraude. Potentiellement. La signature est tremblante. La chronologie est suspecte, mais prouver la coercition est difficile sans témoin. Elle ne savait pas ce qu'elle signait. Je ne crois pas qu'elle le savait. Il s'est penché en avant. Mademoiselle Dubois, votre père doit 160 000 euros à Marc Perrin. La maison était la garantie. S'il fait défaut, Marc récupère la propriété. Elle. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Le favoritisme, l'exclusion, le ticket de loto à 2 euros. Je n'étais jamais censé le découvrir. Que puis-je faire? Avec vos ressources maintenant, vous avez des options. Nous pouvons contester l'acte. Nous pouvons rembourser la dette et lever l'hypothèque. Nous pouvons protéger votre grand-mère. J'ai regardé les documents du fonds.
Un demi-million de Mamie Madeleine. 100 millions d'un ticket de loto froissé. Protégeons-la. Ok, laissez-moi faire une pause juste un instant. Je sais ce que vous pensez. Manon, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu te venger? Mais ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de vérité. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà été traité injustement par votre propre famille? Cliquez sur le bouton j'aime si vous êtes de mon côté. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que tante Martine a révélé. Le café était presque vide quand tante Martine est arrivée. Elle avait l'air différente qu'à Noël, plus vieille d'une certaine façon, fatiguée. Elle s'est glissée sur la banquette en face de moi, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Merci de m'avoir rencontré, ai-je dit. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Mais Patricia. Tu sais comment elle est. Parle-moi de Marc. Les mains de Martine tremblaient alors qu'elle prenait son café. Ce n'est pas un consultant. Pas vraiment. Il prête de l'argent à des gens désespérés avec des taux d'intérêt qui feraient rougir un usurier. Je me doutais de quelque chose. Il y a plus. Elle a sorti son téléphone, faisant défiler sa galerie. Il y a 2 mois, à la fête d'anniversaire de tes parents, Marc a laissé son téléphone déverrouillé sur le comptoir. Je ne fouinais pas. Je cherchais juste le mien. Elle a tourné l'écran vers moi. Des messages textes entre Marc et une certaine Diane. Les mots étaient explicites, romantiques et accablants. Hâte que ce soit fini. Une fois la vente de la maison conclue, je me tire. Et pour Valérie? Elle a servi son but. Les papiers du divorce sont déjà rédigés. J'ai fixé l'écran. Il la trompe. Depuis 8 mois. Diane est son assistante. Les yeux de Martine se sont remplis de larmes. Je voulais le dire à Valérie, mais j'avais peur. Marc. Ce n'est pas quelqu'un qu'on contrarie. Est-ce que Valérie le sait? Je ne pense pas. Elle est tellement absorbée par le fait d'être l'épouse parfaite, la fille parfaite. Elle ne voit pas ce qui est juste devant elle. Je me suis reculé, assimilant l'information. Ma sœur n'était pas mon ennemie. Elle était une autre victime. Elle ne le savait juste pas encore. Merci, tante Martine. J'ai tendu la main à travers la table et serré la sienne. Tu as fait ce qu'il fallait. Elle a essuyé ses yeux. Je suis désolé d'avoir attendu si longtemps, Manon. Je suis tellement désolé. La maison de retraite sentait l'antiseptique et les fleurs fanées. La chambre de Mamie Madeleine était petite mais ensoleillée avec des fenêtres donnant sur un jardin qui avait désespérément besoin d'aide professionnelle. Mon aide professionnelle. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir, plus frêle. Mais quand je suis entré, ses yeux se sont illuminés avec la même vivacité que j'avais toujours connue. Manon. Elle a cherché ma main. Tu es venu? Bien sûr que je suis venu. J'ai tiré une chaise près de son lit. Mamie, j'ai parlé à Thomas Lefebvre. Sa poigne s'est resserrée. Bien. C'est un homme bon. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé du fond? Parce que ta mère aurait trouvé un moyen de le prendre. Sa voix était ferme malgré sa faiblesse. Tu étais la seule qui ne m'a jamais rien demandé. Qui n'a jamais rien attendu. C'est comme ça que j'ai su que tu étais celle qui le méritait. Les larmes m'ont brûlé les yeux. Mamie. Et la maison, a-t-elle continué? Ils m'ont fait signer des papiers. Je ne me souviens pas clairement. Tout était brumeux. J'avais mal. Je sais. Thomas m'a expliqué. On va arranger ça. Elle a étudié mon visage. Il y a autre chose. Quelque chose que tu ne me dis pas. J'ai hésité. Puis je lui ai parlé de la loterie. Des 100 millions d'euros. Du ticket que sa propre fille m'avait donné comme une blague. Mamie Madeleine a ri. Elle a vraiment ri. Un son comme du papier froissé. Le karma, a-t-elle chuchoté. J'ai toujours cru au karma. Je vais racheter ta maison, ai-je dit. Je vais m'assurer que tu puisses y vivre à nouveau. Peu importe ce qu'il en coûte. Sa main a trouvé ma joue. Je n'ai pas besoin que tu te venges de qui que ce soit, Manon.
J'ai juste besoin que tu sois libre, que tu protèges ce qui compte. Je le ferai. Promets-moi quelque chose. N'importe quoi. Ne deviens pas comme eux. Ne laisse pas l'argent changer qui tu es. J'ai embrassé son front. Je le promets. Certaines promesses sont faciles à faire. Celle-ci, j'avais l'intention de la tenir. 2 semaines après Noël, la famille Dubois s'est réunie à nouveau, cette fois pour un dîner de bon voyage avant la grande croisière. J'étais invité, non pas comme invité, mais comme aide. Manon, peux-tu arranger les centres de table? Tu es douée avec les plantes. Manon, le traiteur a besoin de directives. Tu peux gérer ça? Manon, assure-toi que l'infirmière de Mamie Madeleine sait que nous serons partis pour 2 semaines. J'ai tout fait avec le sourire. J'ai joué mon rôle. La fille silencieuse et dévouée qu'ils attendaient. Personne ne savait pour les avocats qui faisaient des heures supplémentaires en mon nom. Personne ne savait pour la société que j'avais formée pour réclamer mes gains de manière anonyme. Personne ne savait que dans 3 semaines, je vaudrais plus que tout le monde dans cette pièce réunie. Le dîner était un défilé d'auto-félicitations. Marc tenait la cour, décrivant les activités de la croisière. Plongée en Martinique, dîner raffiné à la table du capitaine, soins au spa pour Valérie. Dommage que tu n'aies pas pu te joindre à nous, Manon, a dit Valérie, sans avoir l'air désolée du tout. Mais quelqu'un doit arroser les orchidées de maman. Ça ne me dérange pas, ai-je souri. J'espère que vous passerez tous un moment incroyable. Papa a tapé sur l'épaule de Marc. Ce gars, la meilleure chose qui soit jamais arrivée à cette famille. Marc a croisé mon regard. Son sourire n'atteignait pas ses pupilles. Froid, calculateur, comme s'il évaluait un actif commercial. Et, Manon. Il s'est penché plus près, la voix dégoulinante de condescendance. Tu as acheté d'autres tickets de loto? Peut-être que tu gagneras 5 € la prochaine fois. La table a ri. Je les ai laissés faire. On ne sait jamais, ai-je dit agréablement. La chance a une façon de surprendre les gens. Maman a levé son verre. À la famille, à la fortune, au Dubois. Tout le monde a bu. J'ai levé mon verre d'eau et pris une petite gorgée. 12 jours. Dans 12 jours, ils seraient au milieu des Caraïbes, et je serais prête. Le matin de leur départ pour la croisière, je suis resté chez moi. Tu ne viens pas nous dire au revoir, avait demandé maman la veille, sa voix portant cette note familière d'accusation déguisée en déception. J'ai un rendez-vous client, un gros projet, avais-je reniflé. Toujours le travail avec toi. Toujours le travail. Comme si j'avais un autre choix, comme s'il m'avait jamais offert autre chose. J'ai passé le jour du départ dans le bureau de Thomas, finalisant les papiers pour ma société. L'argent serait compensé dans la semaine, environ 100 millions, en France, les gains de loterie ne sont pas imposables, donc c'est net, plus qu'assez pour ce que j'avais prévu. Je passais en revue des documents quand mon téléphone a vibré. Valérie. Manon, il y a un problème avec la carte de crédit de papa. Elle a été refusée au port. Tu peux virer 500 €? Je te rembourserai. J'ai fixé le message. L'ironie était presque trop parfaite. La première fois de toute ma vie que Valérie me demandait de l'argent. Je savais pourquoi la carte était refusée. La dette les rattrapait. Marc ne couvrait pas comme il l'avait promis. Le château de cartes commençait à vaciller. J'ai tapé en retour. Je n'ai pas 500 € à dépenser en ce moment. Demande à Marc. C'est le consultant financier. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Laisse tomber. On s'est débrouillé. Je n'ai pas demandé comment. Je m'en fichais. Ce qui comptait, c'était qu'ils étaient sur ce navire maintenant. Tous. Maman, papa, Valérie, Marc, piégés au milieu de l'océan pour les 2 prochaines semaines. Je me suis tourné vers Thomas. Est-ce que tout est en place? Dès que vous êtes prête à agir, j'ai regardé par sa fenêtre la ville en contrebas. Quelque part là-bas, un navire de croisière naviguait vers les Caraïbes, et je préparais mon propre type de voyage. Jour 3 de la croisière. J'ai posté une seule story Instagram, juste moi debout devant la maison de Mamie Madeleine. La maison qui n'était soi-disant plus la sienne. La légende était simple. Projet de rénovation de maison commence bientôt.
Je savais que papa la verrait. Il vérifiait les réseaux sociaux de manière obsessionnelle. C'était sa seule façon de savoir ce que ses filles faisaient vraiment. Le même jour, les nouvelles locales ont diffusé une histoire. Le jackpot de l'euro-million réclamé. Le gagnant reste anonyme. Le ticket avait été acheté dans un bureau de tabac à 3 km de la maison familiale des Dubois. Je n'avais pas planté ce détail. L'univers a juste le sens de l'humour parfois. Tante Martine, bénie soit-elle, l'a mentionné dans le groupe de discussion familiale. Quelqu'un a entendu parler du gagnant du loto? Quelqu'un de notre région a gagné 100 millions. Ils ont acheté le ticket au petit bureau de tabac sur l'avenue Jean Jaurès. Celui où maman avait acheté mon ticket à 2 €. Le chat a explosé. Les cousins spéculaient. Oncle Bernard faisait des blagues sur la retraite. Puis un message privé de maman. Manon, ce ticket de loto que je t'ai donné pour Noël. Tu l'as toujours, n'est-ce pas? J'ai attendu 1 heure avant de répondre. Laissez-la mariner. Oui, maman. Je l'ai toujours. Pourquoi? Juste curieuse. Aucune raison. Cet emoji. Elle n'utilisait jamais d'emoji à moins d'être nerveuse. 1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. Un appel, puis un autre, puis un autre. Maman, papa, Valérie, Marc. Je les ai tous laissés aller sur messagerie. Le soir, j'avais 43 appels manqués. À minuit, 79. Les messages allaient du décontracté et chéri, je venais juste aux nouvelles, au frénétique Manon, s'il te plaît rappelle-nous. C'est urgent. J'ai retourné mon téléphone face contre terre sur la table de nuit. Demain, je les appellerai, mais à mes conditions, et avec un public. 79 appels manqués. Je les ai comptés 2 fois pour être sûr. Les messages vocaux étaient un cours magistral de manipulation émotionnelle. Maman, tentative 1. Manon. Chérie, c'est maman. Je voulais juste entendre ta voix. Rappelle-moi quand tu auras l'occasion. Maman, tentative 7. Manon, c'est important. S'il te plaît, rappelle. Maman, tentative 15. Je ne sais pas pourquoi tu nous ignores. Ce n'est pas ton genre. Papa, tentative 3. Manon, c'est ton père. On doit parler. Affaire de famille. Valérie. Tentative 5. Manon, sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Maman est en train de paniquer. Et puis Marc, sa voix aussi lisse que jamais. Manon, je pense que nous devrions discuter de certaines opportunités d'investissement. La famille est de la famille, tu sais. Passe-moi un coup de fil. Je me suis assise dans mon nouvel appartement, une location que j'avais sécurisée la semaine précédente. Rien d'extraordinaire, juste à moi. Et j'ai écouté chaque message. Laissant leur désespoir me submerger comme des vagues. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils s'inquiétaient pour l'argent. J'ai envoyé un SMS à Thomas Lefebvre. Est-ce que tout est en place? Sa réponse, prêt quand vous l'êtes. J'ai ouvert le groupe de discussion familiale et tapé un seul message. Je ferai un appel vidéo ce soir à 20h heure de Paris. Tout le monde doit être présent. J'ai quelque chose d'important à partager. En quelques secondes, les confirmations ont afflué. Maman, bien sûr, chérie. Nous serons tous là. Papa, hâte d'y être, ma grande. Valérie, trop impatiente. Marc a envoyé un emoji pouce levé. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'allais annoncer mes gains de loterie et ensuite quoi? Leur remettre un chèque. Demander leurs conseils. Ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. J'ai passé le reste de l'après-midi à préparer, organiser les documents, répéter ce que j'allais dire. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la vérité. Et la vérité, comme on dit, vous libérera. À 20h précises, j'ai cliqué sur rejoindre l'appel. Leurs visages ont rempli l'écran de mon ordinateur portable, entassés ensemble dans ce qui ressemblait au salon du navire, couché de soleil tropical visible à travers les fenêtres derrière eux. Manon, la voix de maman était sucrée. Voilà notre fille. Tu nous manques tellement, chérie. On aimerait vraiment que tu sois là avec nous, a ajouté papa.
La sincérité était presque convaincante. Valérie a fait signe de derrière eux. Salut Sorette, tu as l'air bien. Tu as fait quelque chose de différent avec tes cheveux. Il n'avait jamais fait de commentaires sur mes cheveux. Marc était assis légèrement à l'écart, les bras croisés, me regardant avec ce regard calculateur. Manon, content de te voir. Merci à tous d'avoir pris le temps, ai-je dit calmement. Je sais que vous êtes occupés à profiter de vos vacances. La famille passe avant tout, a déclaré maman. Toujours. Choix de mots intéressants. Alors, papa s'est penché en avant. Nous avons entendu des nouvelles intéressantes. Quelque chose à propos d'un ticket de loto. Je n'ai pas bronché. Oui, j'ai gagné. Le silence était assourdissant. Puis tout le monde a parlé en même temps. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Combien, Manon? Félicitations. Je les ai laissés s'épuiser. Quand le bavardage s'est calmé, j'ai repris la parole. 100 millions d'euros. La main de maman a volé à sa poitrine. La bouche de papa s'est ouverte et fermée comme un poisson. Valérie avait l'air de pouvoir s'évanouir. Marc a récupéré le premier. Manon, c'est une somme qui change la vie. Tu vas avoir besoin d'aide pour gérer ça. Investissement, stratégie fiscale, protection des actifs. J'ai un avocat, ai-je coupé. Bien sûr, mais un membre de la famille qui comprend la finance. Marc. Ma voix était stable. Avant de parler d'argent, il y a des choses que cette famille doit savoir. Son sourire a vacillé. Quel genre de choses? La vérité. J'ai partagé mon écran. Laissez-moi vous montrer. Le premier document est apparu, l'accord de prêt avec la signature de Marc, et tout a changé. Ceci, ai-je dit, est un accord de prêt entre mon père et Marc. 160 000 € à 32% d'intérêt. Le visage de papa est devenu blanc. Où as-tu? Et ceci, ai-je continué, cliquant sur le document suivant, est l'acte de propriété de la maison de Mamie Madeleine. Signé en garantie, daté de la même semaine où elle a été hospitalisée, à peine consciente à cause des médicaments. La bouche de maman s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. Cette signature est tremblante parce que mamie ne savait pas ce qu'elle signait. Mon avocat a des dossiers médicaux confirmant qu'elle était sous forte médication. Cela pourrait être considéré comme de la fraude. Manon, c'est une affaire de famille, a commencé papa. Je n'ai pas fini. J'ai cliqué à nouveau. Cette fois, des captures d'écran ont rempli l'écran. Des messages textes entre Marc et Diane. Explicites, sans équivoque. Ce sont des messages entre Marc et son assistante Diane. Ils se voient depuis 8 mois. Le visage de Valérie s'est effondré. Quoi? Une fois la vente de la maison conclue, je me tire, j'ai lu à haute voix. Elle a servi son but. Les papiers du divorce sont déjà rédigés. Ce n'est pas. Marc s'est levé, sa chaise raclant contre le sol. Ce sont des faux. Elle ment. Ah bon? J'ai regardé directement ma sœur. Valérie, demande-lui. Regarde son visage et demande-lui. Valérie s'est tournée vers Marc. Sa voix était à peine un murmure. Marc? Il n'a pas répondu. Il a attrapé son téléphone et est sorti du champ de la caméra. Maman a commencé à pleurer. Papa restait juste assis là, abasourdi. Voici ce qui va se passer, ai-je dit doucement. J'utilise mon argent pour rembourser le prêt et lever l'hypothèque sur la maison de mamie. L'acte sera transféré à son nom, légalement protégé. Aucun de vous n'aura de droit dessus. Manon a supplié papa. Nous sommes une famille. La famille ne vole pas des femmes de 90 ans. J'ai gardé ma voix égale. Et je n'ai pas fini. Ok, je sais que beaucoup d'entre vous crient oui devant leurs écrans en ce moment. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. Si vous avez déjà rêvé de dire les choses que je viens de dire à votre propre famille, éclatez ce bouton j'aime. Et si vous voulez savoir ce qui est arrivé à Marc ensuite. Oh, le karma n'en avait pas fini avec lui, continuez à regarder parce que ce qui s'est passé après cet appel? Même moi je ne l'ai pas vu venir. J'ai terminé l'appel avant que quiconque puisse répondre. La dernière chose que j'ai vue était le chaos. Valérie pleurant,
maman criant quelque chose que je ne pouvais pas entendre, papa assis immobile avec sa tête dans ses mains. Marc n'était nulle part en vue. Mon appartement était silencieux, juste moi et le coucher de soleil s'estompant à travers la fenêtre. J'avais imaginé ce moment pendant des semaines. Je pensais que je ressentirais du triomphe, de la victoire, une justification. Au lieu de cela, je me sentais vide, fatigué, comme si je venais de courir un marathon pour lequel je ne m'étais pas entraîné. Mon téléphone a explosé en quelques secondes. Appels, textos, messages vocaux. Je l'ai mis en silencieux et l'ai posé face contre terre. Puis on a frappé à ma porte. Je me suis tendu. Personne ne savait que j'avais déménagé. Par l'œilleton, j'ai vu tante Martine. Elle avait l'air aussi épuisée que je me sentais. « Comment m'as-tu trouvé ?» Thomas Lefebvre m'a donné l'adresse. « J'espère que ça ne te dérange pas. » Je l'ai laissé entrer. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a serré dans ses bras. « Tu as bien fait, chérie. Tu as fait ce qu'aucun de nous n'avait le courage de faire. » Vraiment ? Ma voix s'est brisée. Je viens de détruire toute ma famille lors d'un appel vidéo. Non. Elle s'est reculée, tenant mes épaules. Ils se sont détruits eux-mêmes il y a des années. Tu as juste allumé la lumière. Mon téléphone a vibré. Un texto de Valérie. Je ne savais pas pour Marc. Je jure que je ne savais pas. Je suis tellement désolé pour tout. J'ai besoin de temps pour réfléchir, mais je suis désolé. Je l'ai lu 2 fois. 3 fois. Qu'est-ce que tu en penses ? A demandé Martine. Je ne sais pas. J'ai posé le téléphone. Je ne sais pas si elle est sincère. Je ne sais pas si quelque chose va changer. Tu n'as pas à décider ce soir. Elle avait raison. Pour la première fois en 32 ans, j'avais le temps. J'avais des options. J'avais la liberté. 2 semaines plus tard, Thomas Lefebvre m'a appelé avec de bonnes nouvelles. C'est fait, a-t-il dit. La contestation de l'acte est passée plus vite que prévu. Avec les dossiers médicaux et le témoignage de votre tante Martine, la banque a accepté d'annuler le transfert original. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Donc, la maison appartient techniquement toujours à la banque. Votre père a fait défaut sur les paiements du prêt lorsque Marc a cessé de se porter caution. Mais c'est là que votre argent intervient. J'avais déjà pris ma décision. Rembourser tout, peu importe le coût. Ce sera environ 215 000 €, capital plus intérêt plus frais juridiques pour transférer l'acte proprement au nom de votre grand-mère. Faites-le. L'argent n'était rien. Une erreur d'arrondi par rapport à ce que j'avais maintenant. Mais ce qu'il représentait, c'était tout. Il y a encore une chose, a dit Thomas prudemment. J'ai rédigé une clause de protection. Une fois la maison au nom de votre grand-mère, aucun membre de la famille Dubois, cela inclut vos parents, ne peut prétendre à aucun droit sur la propriété. Ni de son vivant ni après. Et après son décès, elle vous revient selon ses souhaits originaux avant que tout cela n'arrive. J'ai pensé à ce ticket de loto froissé, au sourire moqueur sur le visage de ma mère. 2 € pour se débarrasser de la fille gênante. Encore une clause, ai-je dit. Je veux par écrit que ma grand-mère puisse y vivre pour le reste de sa vie avec des soins à temps plein si nécessaire, entièrement payés, déjà inclus. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Thomas, merci. Remerciez votre grand-mère, a-t-il dit. Elle vous a choisi pour une raison. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé la maison de retraite. Je viens chercher Madeleine. Il est temps de la ramener à la maison. Marc a essayé de contrôler le récit. Bien sûr qu'il l'a fait. Les captures d'écran étaient photoshopées, disait-il à quiconque voulait l'écouter. Manon est mentalement instable. Elle est jalouse du succès de Valérie. Elle essaie de déchirer cette famille. Cela aurait pu marcher autrefois, avant les réseaux sociaux, avant Diane. Diane n'était apparemment pas ravie d'être abandonnée en plein scandale. 3 jours après l'appel vidéo, elle a tout fait exploser. Instagram, Facebook, Twitter, toutes les plateformes. Des photos d'eux ensemble, des reçus de restaurants, des réservations d'hôtels, des messages intimes qui faisaient passer ceux que j'avais partagés pour sages, et sa propre déclaration vidéo. Mascara qui coule et furieuse. Marc Perrin est un menteur et une fraude, a-t-elle déclaré à ses 300 abonnés.
Un nombre qui s'est multiplié par milliers en quelques heures. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'il quittait sa femme. Et maintenant, il essaie de faire comme si je n'existais pas. Valérie a demandé le divorce avant que le navire de croisière n'accoste. Mais Diane n'était pas la seule à avoir des griefs. En une semaine, 2 des associés commerciaux de Marc se sont présentés au bureau du procureur avec des plaintes concernant des pratiques de prêt prédateurs. Les taux d'intérêt qu'ils pratiquaient n'étaient pas seulement contraires à l'éthique. Ils étaient illégaux. Je n'ai pas levé le petit doigt. Je n'ai pas eu à le faire. Les dominos sont tombés d'eux-mêmes. Papa a déclaré faillite le mois suivant. L'atelier de réparation automobile qu'il possédait depuis 30 ans a disparu. Liquidé pour payer des dettes qui s'accumulaient bien avant que je ne trouve ces papiers. Je n'ai rien ressenti, pas de satisfaction, pas de pitié, juste un étrange vide paisible. Le karma, a dit mamie Madeleine quand je lui ai raconté, assise dans son propre salon pour la première fois en un an. Je t'ai dit que je croyais au karma. Elle a serré ma main. J'ai serré la sienne en retour. Certaines choses n'ont pas besoin de mots. Ma mère m'a appelé 3 semaines après l'appel vidéo. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait appuyer sur le bouton vert. Manon. Sa voix était comme si elle avait pleuré pendant des jours. Manon, tu nous as ruinés. Non. Bonjour. Non. Comment vas-tu? Directement à l'accusation. Je n'ai rien ruiné. Maman, j'ai dit la vérité. La vérité? Elle a ri amèrement. Tout le monde sait maintenant. Tout le monde, les voisins, l'église, mon club de lecture. Je vais à ce club de lecture depuis 18 ans et maintenant elle ne retourne même pas mes appels. Je suis désolé que cela arrive. L'es-tu? L'es-tu vraiment? Sa voix s'est brisée. Tu avais tout. 100 millions d'euros. Tu aurais pu nous aider. Tu aurais pu sauver l'entreprise de ton père. Tu aurais pu. J'aurais pu couvrir une fraude. J'ai gardé ma voix stable. J'aurais pu prétendre que Marc n'était pas un prédateur infidèle. J'aurais pu vous laisser garder la maison de mamie. Nous sommes ta famille. Mamie aussi. Silence. Maman, ai-je dit doucement. Je ne bloque pas ton numéro. Si jamais tu veux avoir une vraie conversation, une où tu reconnais ce que tu as fait, pas seulement ce que tu as perdu, je serai là. Mais je ne t'écouterai pas me blâmer pour des conséquences que vous avez créées. Tu es si froide. Quand es-tu devenue si froide? J'ai appris des meilleurs. Elle a raccroché. C'était la dernière fois que nous avons parlé pendant 6 mois. Papa n'a jamais appelé du tout. J'ai entendu par tante Martine qu'ils avaient déménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Il travaillait maintenant comme mécanicien pour l'atelier de quelqu'un d'autre. Maman avait pris un emploi dans une épicerie. Je n'ai pas jubilé. Je ne me suis pas senti vengé. J'ai juste continué à vivre ma vie parce que c'était toujours le but, non pas de les punir, mais d'être enfin libre. La lettre est arrivée 3 mois après la croisière. Pas un email, pas un texto, une lettre manuscrite, 2 pages sur du papier à lettres bleu pâle. L'écriture cursive de ma sœur, que je n'avais pas vue depuis qu'elle m'écrivait des mots au collège. Cher Manon, je ne sais pas comment commencer ça, alors je vais juste commencer. Je suis désolé. Pas parce que je veux de l'argent de toi. Pas parce que j'essaie de revenir dans tes bonnes grâces. Je suis désolé parce que j'aurais dû le dire il y a des années et je ne l'ai pas fait. Je savais que Marc avait des problèmes. Je ne savais pas pour Diane, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je l'ai ignoré parce que l'admettre signifiait admettre que toute ma vie était un mensonge. Je savais que maman et papa te traitaient injustement. Je me disais que ce n'était pas mes affaires. Je me disais que tu allais bien. Tu étais toujours si indépendante, si capable. Tu n'avais pas besoin de moi pour te défendre. C'était une excuse de lâche. Tu étais ma petite sœur. J'aurais dû te défendre quand même. Le divorce est finalisé. Je recommence à zéro. Je ne sais pas encore à quoi ça ressemble, mais je sais que ça doit être différent. Tu n'as pas à me pardonner. Tu ne me dois rien. Je voulais juste que tu saches. Je te vois maintenant. Je vois ce que j'ai manqué pendant 30 ans. Je suis tellement désolé. Amicalement, Valérie.
J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais pour la première fois, j'ai senti quelque chose bouger. Une porte qui avait été verrouillée pendant des années s'entr'ouvrant juste légèrement. Nous nous sommes rencontrés pour un café le mois suivant. C'était maladroit, guindé. Aucune de nous ne savait comment être sœur de nouveau, mais nous essayions. Et c'était un début. Mamie Madeleine est rentrée à la maison en avril. J'étais là quand le van de transport de la maison de retraite s'est garé dans son allée. La même allée où je m'étais écorché le genou en apprenant à faire du vélo. La même allée où elle s'était tenue, agitant la main pour dire au revoir après chaque visite, rétrécissant dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Elle était plus petite maintenant, plus frêle. Mais quand l'aide-soignant l'a fait monter sur la rampe que j'avais installée, ses yeux ont trouvé le jardin envahi par la végétation, négligé, mais toujours là, et elle a souri. « Ça a besoin de travail », a-t-elle dit. « Je vais arranger ça, ai-je promis. C'est ma spécialité, tu te souviens ? J'avais passé le mois précédent à préparer la maison, nouvelle fonctionnalité d'accessibilité, un lit médicalisé dans la chambre principale, des soins infirmiers 24h24 en attente, le meilleur de tout ce que l'argent pouvait acheter. Parce que pour une fois j'avais de l'argent à dépenser. Nous étions assises dans la véranda cet après-midi-là, regardant les chardonnerets à la mangeoire que j'avais installée. « Tu as fait tout ça ?» a-t-elle demandé en désignant les rénovations. « C'est ta maison. Elle doit être confortable. » Elle est restée silencieuse un long moment. Ensuite, ta mère m'a appelé la semaine dernière. Je me suis tendu. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle voulait que je te parle, pour te convaincre de revenir vers la famille. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Mamie Madeleine s'est tournée pour me regarder directement. Ses yeux, malgré son âge, étaient vifs comme jamais. Je lui ai dit que tu n'es jamais parti. Que la famille ne consiste pas à se présenter au dîner du dimanche. Il s'agit d'être là quand ça compte. Elle a cherché ma main. Tu étais là, Manon. Quand tout le monde voyait ce qu'il pouvait me prendre, tu as vu ce que tu pouvais donner. J'ai ravalé mes larmes. J'ai juste fait ce qui était juste. C'est la chose la plus difficile à faire. Et tu l'as fait quand même. Nous sommes restés assis ensemble jusqu'à ce que le soleil se couche. Plus aucun mot n'était nécessaire. 1 an plus tard, je reconnaissais à peine ma propre vie. Je travaillais toujours, non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'aimais ce que je faisais. Mon cabinet d'architecture paysagère s'était agrandi, 2 nouveaux employés, un bureau avec de vraies fenêtres, et une liste d'attente de clients. J'avais conçu 3 jardins publics rien que l'année dernière. L'argent de la loterie restait principalement intact dans des investissements diversifiés. J'avais acheté une maison modeste près de chez Mamie Madeleine. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste assez d'espace pour moi et le chien que j'avais finalement adopté. Un bâtard rescapé nommé Trèfle qui adorait creuser dans mes jardins d'essai. La fondation était mon véritable héritage. La fondation Madeleine Dubois accordait des bourses à des jeunes femmes poursuivant des carrières dans les arts, la peinture, la musique, le design, tout ce qui est créatif. Des femmes issues de familles qui ne les comprenaient pas. Des femmes à qui on avait dit que leur rêve n'était pas pratique. Que leur talent n'avait pas de valeur. Que leur voix ne compte pas. Chaque lettre d'acceptation que je lisais ressemblait à un petit acte de défiance. Prends ça, univers. Prends ça. À chaque parent qui a jamais dit « Mais comment vas-tu gagner de l'argent ?» Je rendais visite à Mamie Madeleine tous les jours. Certains jours, elle était vive, pleine d'histoires sur le passé. D'autres jours, elle était fatiguée, et nous restions juste assises ensemble dans un silence confortable, regardant son jardin pousser. « Tes tulipes sortent, lui ai-je dit un après-midi. Tu as planté celle-là. » Elle me l'a rappelé. « Elles sont quand même à toi. » Elle a souri. Tout ce que j'ai de bon, c'est parce que je l'ai partagé avec des gens qui l'appréciaient. Souviens-toi de ça. Je m'en souviendrai. J'en étais la preuve vivante. L'argent ne m'a pas rendue heureuse. Il m'a donné des options. La liberté face aux attentes des autres. De la place pour respirer. Le bonheur venait d'ailleurs. D'un travail qui comptait. De relations construites sur la vérité. Du simple acte d'être exactement qui j'étais.
Les gens me demandent parfois des nouvelles de ma famille, où ils sont, si nous nous sommes réconciliés. La réponse honnête est compliquée. Mes parents vivent dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Papa travaille comme mécanicien. Maman travaille dans une épicerie. Ils sont stables, mais en difficulté, pas démunis, mais rien à voir avec la vie qu'ils avaient imaginée pour eux-mêmes. Nous communiquons occasionnellement. Papa envoie un texto pour mon anniversaire. J'espère que tu vas bien. Bisous, papa. Je réponds. Merci. J'espère que tu vas bien aussi. C'est tout. Maman ne s'est jamais excusée. Elle a appelé quelques fois, généralement pour se plaindre de sa situation ou laisser entendre qu'elle aurait bien besoin d'un peu d'aide. J'écoute poliment, puis je change de sujet. Parfois, elle raccroche de frustration. Parfois, nous arrivons à avoir quelques minutes de conversation civile avant que le ressentiment ne revienne. Je ne suis pas prête à les laisser revenir dans ma vie. Peut-être que je ne le serai jamais. C'est bon. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on doit aux gens qui vous ont blessé. C'est quelque chose que l'on s'offre à soi-même quand et si l'on est prêt. Valérie est différente. Nous avons pris le café ensemble 6 fois maintenant. Déjeuner 2 fois. On s'envoie des textos occasionnellement, pas tous les jours, mais assez. Elle reconstruit sa vie. Nouvel appartement, nouveau travail, nouveau thérapeute qui l'aide à comprendre comment elle a fini avec quelqu'un comme Marc. Nous ne sommes pas proches. Pas encore. Peut-être jamais, mais nous essayons. Je n'avais pas réalisé à quel point notre famille était tordue jusqu'à ce que j'en sorte, m'a-t-elle dit le mois dernier. Je pensais que c'était normal. Je pensais que j'avais de la chance. Nous avons toutes les deux cru ce que nous devions croire pour survivre. Elle a hoché la tête. N'a pas pleuré pour une fois. Des progrès. Quant à Marc, je ne sais pas où il est, et je m'en fiche. Certaines personnes ne méritent pas d'espace dans vos pensées. J'ai fait la paix. J'avance. C'est suffisant. Les gens me posent toujours la même question. Est-ce que 100 millions d'euros ont changé votre vie? La réponse les surprend. Non, pas vraiment. Ce qui a changé ma vie, c'est un seul moment cristallisant où j'ai réalisé que j'avais passé 32 ans à attendre que les gens voient ma valeur. Et ils ne le feraient jamais. Non pas parce que je n'avais pas de valeur, mais parce qu'ils ne regardaient pas. Le ticket de loterie était un cadeau. Non pas à cause de ce qu'il valait, mais à cause de ce qu'il a révélé. Les gens qui auraient dû m'aimer ne s'intéressaient à moi que lorsqu'ils pensaient que j'avais quelque chose qu'ils voulaient. Cette révélation valait plus que n'importe quel jackpot. Si vous regardez ceci et que vous êtes dans une famille qui ne vous voit pas, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'avez pas besoin de 100 millions d'euros pour vous libérer. Vous n'avez pas besoin de chance. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous avez besoin d'une décision pour arrêter de laisser les autres définir votre valeur. Fixez vos limites. Éloignez-vous des tables où vous n'êtes invité que pour servir. Construisez votre propre table s'il le faut. L'argent m'a donné des options, mais le pouvoir a toujours été le mien. Je ne le savais juste pas jusqu'à ce que quelqu'un me tende un ticket de loto à 2 € avec un sourire en coin et pense m'avoir remise à ma place. Ils m'ont remise à ma place. C'est vrai. Juste pas celle qu'ils attendaient. Je suis Manon Dubois, 33 ans, architecte paysagiste, maman de chien, petite fille, philanthrope, et surtout, je suis une femme qui s'est enfin choisie elle-même. C'est ça le vrai jackpot.